il est oublié par ses compagnons, il va essayer néanmoins de rentrer dans Lyon qui est assiégé, il va essayer de se faire passer pour un paysan, tout cela va échouer et quelque part c'est tant mieux pour lui. Mais bon, voilà, il a une famille à nourrir, c'est ainsi, et il ne peut pas se permettre de baisser les bras. Il aurait pu se dire, bon, écoutez, Saint-Chamond, c'est très sympathique, en fait, les Allemands, c'est les meilleurs. Cette erreur va probablement sauver la vie à l'un des plus grands barons d'industrie de la région stéphanoise. Il s'agit Bonjour à tous, eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Nous allons parler d'un sujet assez particulier que j'ai découvert dans cette belle région lyonnaise. Écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit voyage dans le temps. Et imaginez que nous sommes en pleine Révolution française, et précisément le 30 août 1793. Donc on est dans la région de Lyon et la situation de la ville, on va dire, est assez critique. Il y a une véritable ébullition dans cette grande cité, puisque depuis le mois de mai, donc mai 1793, eh bien, la ville est entrée en révolte face à la Convention qui dirige à cette époque la France. Pourquoi il y a eu une telle révolte de la ville de Lyon ? Eh bien, en fait, depuis 1786, donc dès avant la Révolution, on est 3 ans avant la Révolution, eh bien, la ville de Lyon et principalement son industrie du tissu souffre terriblement d'accords de libre-échange qui ont été conclus avec l'Angleterre, justement sur toute cette industrie textile. Et il va y avoir évidemment beaucoup de chômage, des crises, et des industries qui vont complètement s'effondrer. Et il y a donc cet épisode de la Révolution en 1789, et les Lyonnais ont pensé que eh bien, les révolutionnaires parisiens, puisque la Révolution a quand même un centre névralgique à Paris, les révolutionnaires parisiens allaient dénoncer ces accords et établir quelque part une sorte de protectionnisme qui permettrait de défendre les intérêts français. Vous le sentez venir, évidemment, il n'en fut pas ainsi. Et en 1790, donc un an après le début de la Révolution, vous avez un quart de la ville, soit près de 25 000 personnes, eh bien, qui vivent dans l'indigence la plus totale. Et c'est vraiment une situation extrêmement difficile pour les Lyonnais qui se demandent vraiment comment ils vont pouvoir survivre. Donc, à l'époque, la ville de Lyon, parce qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte, la ville de Lyon, c'est la seule ville qui est capable de s'opposer à Paris pour le contrôle du pays, de par sa taille, de par également l'économie qu'il y a dans sa région. Et tout de suite, ça vient à l'idée des conventionnels. Qu'est-ce qui va se passer si jamais toute cette cité est emportée dans une rébellion contre la Révolution ? Et ce constat, cette analyse que font les conventionnels, évidemment, leurs opposants politiques, à savoir principalement les royalistes, eh bien, ils vont faire la même analyse. Et vous allez avoir donc les royalistes qui vont venir prêter main forte à ces insurgés, qui sont avant tout des insurgés, on va dire, économiques, pas des insurgés politiques. Ils n'ont pas nécessairement la volonté de faire une contre-révolution du point de vue de l'idéologie, mais tout simplement de s'en sortir, de survivre et d'imposer aussi leurs intérêts économiques bien compris. Eh bien, les royalistes vont venir en aide à ces insurgés. Alors, vous avez le général de Précy qui va prendre en main la défense de la ville. Ça, c'est pour le côté insurrection. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'armée des Alpes. Donc, à l'époque, vous savez, les différentes armées de la Révolution étaient réparties d'un point de vue géographique. Donc vous aviez l'armée de Sambre-et-Meuse, l'armée du Rhin, l'armée des Alpes, l'armée d'Italie, etc. Et donc l'armée des Alpes, elle est commandée par le général Kellermann. Ce nom doit vous dire quelque chose, c'est le vainqueur de Valmy. C'est un grand général à l'époque, quelqu'un d'assez prestigieux. Et cette armée des Alpes, eh bien, elle va être jetée à partir d'août 1793 contre cette ville insurgée.
Alors en face, on va s'organiser. Évidemment, on peut pas laisser ça arriver. Donc, il va falloir principalement déjà mettre en place une défense de la ville. Ça s'est fait avec le général de Précy, mais aussi nourrir la population assiégée. Et donc, ce fameux 30 août 1793 dont je vous parlais, eh bien, on va envoyer un certain nombre de gardes nationaux à Écully. Donc, à l'époque, c'est une bourgade, hein, même pas, qui est au nord-ouest de Lyon. On va envoyer ces gardes nationaux parce qu'on attend un convoi de ravitaillement qui vient du Forêt. Donc Forêt, c'est une région qui est à l'ouest de Saint-Étienne. Et ce convoi de ravitaillement, voilà, c'est du blé, ça va permettre de nourrir la population et donc de soutenir le siège de manière plus durable en attendant potentiellement le soulèvement d'autres régions. Hein, je rappelle qu'à cette époque, vous avez également la Vendée, vous avez d'autres insurrections comme ça qui se développent à travers tout le pays dans un mouvement, on va dire, de contre-révolution. Alors, vous avez évidemment des escarmouches qui vont éclater entre l'armée conventionnelle qui essaie d'encercler la ville et ces gardes nationaux lyonnais qui ont été déployés. Alors, les escarmouches, comment ça se passe à cette époque? Vous avancez, vous tirez trois coups de fusil, vous essayez de voir où se situent les lignes ennemies, vous vous repliez, vous rechargez, l'ennemi avance à son tour, vous l'empêchez d'avancer, etc. Donc vous voyez, on avance, on recule, on avance, on reprend des positions, on les perd. Et c'est lors de l'un de ces mouvements que les Lyonnais vont oublier une sentinelle aux avant-postes. Et cette erreur tactique, qui en soi est pas fondamentale, hein. Vous imaginez que le prix de la vie, le prix du soldat français en 1793 n'était pas nécessairement très élevé. Mais en tout cas, cette erreur va probablement sauver la vie à l'un des plus grands barons d'industrie de la région stéphanoise. Il s'agit de Charles-François Richard Champbaudet. Alors, au moment de ces combats, Richard Champbaudet, qui s'appelle juste Richard, hein, parce qu'à cette époque il n'a que 21 ans, c'est vraiment quelqu'un de très très jeune, eh bien, il est le fils de Jean-Louis Richard, qui est un notable de Bourg-Argental. Alors, Bourg-Argental, c'est pareil, une bourgade qui est au sud de Saint-Étienne, hein, dans la région du massif du Pilat. Et ce monsieur, Jean-Louis Richard, il a d'ailleurs été député du Forêt aux États généraux de 1789. Donc, on va dire il était aux premières loges de la Révolution. Et par la suite, il a eu une assez brillante carrière pendant la Révolution et également une carrière assez locale pendant l'Empire. Et c'est assez drôle parce qu'en dépit de cette extraction qui est loin d'être modeste, eh bien, le jeune Richard il va travailler dans un premier temps comme apprenti moulinier dans les années 1790-1791 et ensuite comme employé dans une fabrique de rubans en 1792-1793 à Saint-Étienne. Évidemment, cette situation initiale ne va pas durer et son père, en raison de ses prises de position politiques durant la Révolution, est dans le collimateur de la Convention. Et ça explique très certainement le fait que père et fils vont répondre à l'appel des Lyonnais qui se sont insurgés en 1793 et ils s'engagent tous les deux dans une unité de volontaires. C'est le 4e bataillon des volontaires de l'Ardèche. Et c'est assez drôle parce que c'est une unité qui est commandée par un certain Louis-Gabriel Suchet. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Empire, Monsieur Suchet finira maréchal d'Empire. Donc c'est assez drôle d'ailleurs de constater durant ces petits passages et ces petits épisodes de la Révolution que vous avez comme ça des grands personnages qui vont avoir ensuite des destins assez incroyables, se croisent comme ça dans ces petites provinces de France. Il y a plein de petits passages comme ça et vraiment je vous invite à vous renseigner sur la Révolution. On sent que c'est un bouillon où va germer vraiment tout un monde. Alors évidemment, on l'a vu, l'affaire tourne mal pour le jeune Richard. Il est oublié par ses compagnons, il va essayer néanmoins de rentrer dans Lyon qui est assiégé, il va essayer de se faire passer pour un paysan, tout cela va échouer et quelque part c'est tant mieux pour lui parce que le 8 octobre, donc à peine 2 mois après cette aventure, eh bien la ville va tomber. La Convention, vous voyez, c'est pas des gens qui ont un esprit coubertin très développé.
Et donc, ils vont, hélas, mener une répression absolument terrible. Donc, vous avez une commission militaire qui va être créée, et vous avez d'ailleurs parmi ses membres un certain Joseph Fouché, qui finira d'ailleurs ministre de l'Intérieur d'à peu près tout le monde, donc principalement de Napoléon, mais également brièvement de Louis XVIII, il me semble. Et donc, il y aura cette. Voilà, Joseph Fouché, c'est une sorte de chat qui retombe toujours sur ses pattes. C'est un destin assez incroyable et assez terrible. Et là aussi, c'est un personnage et qu'il faut aller creuser. Il faut aller creuser sa biographie, c'est vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, à la chute donc, de la ville de Lyon, eh bien, vous avez quand même près de 2000 personnes qui seront fusillées ou guillotinées, hein. Voilà, on n'est pas là pour plaisanter. Et alors ça c'est quand même une curiosité et même quelque chose d'assez grotesque quand on y pense. Vous avez la ville de Lyon qui va être exécutée. C'est-à-dire que la ville sera déclarée morte dans son combat contre la liberté. Et elle va être renommée ville affranchie. Et donc comme ça, pendant cette courte période de la Révolution, vous allez avoir Lyon qui ne va plus s'appeler Lyon, mais qui va s'appeler ville affranchie. Bon, voilà, je trouve ça assez curieux et c'est pas vraiment très glorieux, je trouve. Enfin bref. Revenons à notre jeune Richard. Eh bien, lui, heureusement, il va réussir à échapper, oui, à cette terrible répression. Et au moment où effectivement vous avez cette commission qui va se mettre en place, lui, il est déjà très loin parce que il va trouver un moyen assez original pour échapper à l'armée et aux troupes conventionnelles. Tout simplement, c'est de s'y engager. Donc vous avez bien entendu, en fait, pour échapper à la capture, il va s'engager dans l'armée. Il va s'engager dans un bataillon qui se trouve à ce moment-là au sud de Lyon. Et son bataillon va être redirigé, parce que la ville vient de tomber, ce bataillon va être redirigé, devinez vers où? Vers Toulon. À cette époque, c'est le siège de Toulon. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez ce jeune Richard qui va se retrouver, voilà, à 21 ans, engagé dans un siège particulièrement terrible contre, là aussi, une ville qui s'est soulevée contre la Convention, et une ville qui, d'autre part, est soutenue par les troupes britanniques, hein, il faut le rappeler. Et ce siège, il est évidemment connu dans l'histoire de France parce qu'il s'agit de l'un des premiers engagements militaires du jeune Napoléon Bonaparte. Donc le général Bonaparte, il va participer à ce siège. Il va principalement utiliser l'artillerie pour reprendre un fort qui se situe à la sortie de la rade. Et de là, il va pouvoir menacer du feu de ses canons les navires britanniques qui vont être contraints de lever l'ancre. Et donc, les insurgés ne vont plus pouvoir bénéficier de ce soutien et vont devoir eux aussi se rendre. Le jeune Richard, eh bien lui, il va continuer cette petite carrière militaire. Donc, il va être transféré à l'armée d'Italie et il va être même promu lieutenant. Donc, vous voyez, on passe de transfuge semi-volontaire, on va dire, à officier. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal en 3 ans. Bon, il n'y a rien de surprenant, hein, ça reste, comment dire, à l'époque, l'avancement, c'était quelque chose de. Ça allait relativement vite, hein. Vous imaginez bien qu'il devait y avoir des trous dans les rangs, et donc pour quelqu'un qui avait vraiment la volonté d'avancer, voilà, vous pouviez grimper assez rapidement. D'ailleurs, Bonaparte lui-même, hein, il finira assez haut, puisque bon, vous savez qu'il a fait le coup d'État, mais même sans ça, il a quand même terminé général alors qu'il avait commencé la Révolution, il me semble, au grade de lieutenant ou de capitaine. Donc, bon, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que c'est tant mieux d'ailleurs, ça nous évitera d'avoir une révolution sur notre sol. Bref, je m'égare. Donc le jeune Richard, lui, il est dans cette armée d'Italie. Et là aussi, c'est quand même assez curieux, parce que cette armée d'Italie, elle va être stationnée au niveau de Nice, hein, dans les environs là, et son objectif, ça va être de s'interposer contre les intérêts autrichiens en Italie du Nord. Mais cette armée, elle manque terriblement de moyens. Et souvenez-vous, Bonaparte, lui, va quitter le siège de Toulon victorieux, il va revenir à Paris, il va notamment participer à la journée du 13 Vendémiaire qui va lui permettre de mater
une contre-révolution royaliste. Et durant cette journée, ça va lui permettre de tisser tout un ensemble de liens qui vont lui permettre de briller par la suite, mais surtout, ça lui permettra de recevoir le commandement de cette armée d'Italie qu'il va recevoir en 1796. Donc là, vous avez deux destins qui se croisent, c'est-à-dire que vous avez le général Bonaparte, d'une part, qui redescend de Paris pour prendre le commandement de cette armée d'Italie qui est vraiment, c'est une armée de va-nu-pieds, hein. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement ce discours qui est assez connu, où le général Bonaparte dit vous êtes nus, mal nourris, l'armée vous doit tout, etc. Donc vous avez vous avez cette armée qui est dans un état d'indigence absolument complet. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le jeune Richard, lui, il est exactement à l'image de cette armée. C'est-à-dire qu'on va précisément en 1796, au moment d'ailleurs peut-être où Napoléon arrive, j'ai pas les dates précises, mais il va être renvoyé presque mort, hein, c'est ce que disent les chroniques, presque mort dans ses foyers parce qu'il a extrêmement souffert du froid, de la faim, etc. Et donc en 1796, eh bien voilà, vous avez ces destins qui se croisent, et c'est marrant parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui se serait passé si le lieutenant Richard ne serait pas tombé malade avec avec l'arrivée de Bonaparte, pardon. Potentiellement, il aurait participé à la campagne d'Italie, il aurait pu monter en grade, il aurait pu terminer général, il aurait pu avoir toute une carrière militaire qui s'ouvrait devant lui. Mais non, c'est ainsi va la vie, comme on dit, et donc il va devoir rentrer chez lui dans la région de Saint-Étienne. Alors c'est un retour qui est particulièrement difficile. Vous imaginez, hein, la situation économique, on l'a vu, et principalement pour l'industrie textile, est particulièrement difficile. Vous avez tout un ensemble d'accords commerciaux qui font que la production française elle est désavantagée par rapport à une production européenne. Et lors de ce retour, le jeune Richard, il va pouvoir se rapprocher des Champbaudet, qui sont des amis de la famille tout simplement, et il va obtenir un poste d'ouvrier moulinier. Alors, je vais vous développer un peu tout ce monde du textile parce que moi-même, je n'y connaissais absolument rien, et c'est relativement passionnant de pouvoir de voir un petit peu tous ces métiers qui existaient et comment ils s'agençaient les uns avec les autres, et comment justement en partant d'une situation relativement modeste, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Donc le moulinier, l'ouvrier moulinier, à l'époque, c'est un ouvrier qui s'occupe du moulinage de la soie. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En fait, le moulin, c'est ce qui remplace dans les fabriques textiles le fuseau. Donc ce fuseau va permettre à ces métiers, à ces moulins de tordre cette soie. Donc à l'époque, on fabriquait beaucoup de soie dans la région, de tordre la soie et pour lui donner une meilleure résistance. Donc en enroulant différents fils comme ça et en les tordant, d'avoir une résistance, mais aussi d'améliorer l'élasticité du fil. Et donc un ouvrier moulinier, voilà, c'est quelqu'un qui va actionner ces différents métiers, ces différents moulins pour fabriquer tout simplement des fils de soie. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le jeune Richard, qui, on l'a vu, a quand même de la suite dans les idées, hein, il va abandonner ce poste d'ouvrier et il va se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et donc, il va devenir fabricant de passementerie. Alors, la passementerie aujourd'hui, à part si vous êtes vraiment dans ces métiers textiles ou si vous faites de la couture, aujourd'hui, personne ne sait vraiment trop ce que c'est. C'est tout simplement tout ce qui se fait à base de fil et qui va servir à la décoration des vêtements. Et à cette époque, si vous avez un petit peu l'image des vêtements qu'on pouvait avoir à cette époque, eh bien, la passementerie, vous en aviez un peu partout. Vous aviez des galons qui pouvaient se poser sur les manches, sur les cols, sur le rebord des vêtements. Et tout ça, ça va servir à agrémenter le vêtement et à faire en sorte de lui donner un peu plus de prestance. En particulier, Richard va fabriquer des padous. Les padous, ce sont des rubans qui font environ 1 cm de large et qui viennent border justement les vêtements sur les côtés pour éviter qu'ils se déforment. Donc à l'époque, c'était quelque chose d'assez courant et d'assez, comment dire,
il y a un besoin assez important pour ces Padoue. D'ailleurs, le nom vient de la ville de Padoue, j'ai découvert ça. Je sais pas si ça peut vous servir. Vous pourrez le ressortir dans un, dans un dîner en ville, enfin bref. Et pour mettre en place toute cette fabrique, toute cette entreprise, il faut être honnête, Richard, lui, il va vraiment, vraiment mouiller la chemise. C'est-à-dire qu'il va porter lui-même toutes ses pièces chez les clients. Il va faire en sorte de pouvoir monter en gamme sur la fabrication de la soie. Il va vraiment développer tout un ensemble de choses pour faire en sorte que son entreprise prospère. En 1798, donc 2 ans après son retour, alors je ne sais pas si c'est par gratitude ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, eh bien, il va épouser la fille des Champbaudet. Et donc, c'est à partir de cette date, en 1798, que Richard devient pleinement Richard Champbaudet, et c'est sous ce nom qu'il sera connu par la suite dans la région qui va entre Saint-Étienne et, euh, et Lyon. Donc, c'est assez intéressant déjà de faire un parallèle entre cet épisode et l'épisode de la semaine dernière. Vous vous souvenez que j'avais parlé des Le Nôtre, et donc de toute cette, on va dire, cette saga familiale où vous aviez le grand-père, le père, le parrain, etc., etc. Tout un écosystème de jardiniers qui aboutissent finalement à former, comment dire, même à sécréter, on pourrait dire, le nôtre, André le nôtre, et avec tous ses grands accomplissements. Et bien d'une manière certes beaucoup plus modeste, hein, il faut être honnête, vous avez ce jeune Richard Champbaudet qui va grandir à la fois, qui va grandir dans cet écosystème de tisserands, dans cet écosystème d'industriels du tissu, et donc il va évidemment pouvoir en bénéficier. On imagine qu'à ces époques-là, donc ça devait être assez compliqué. Vous avez certainement un soutien qui va se faire entre la famille Richard et la famille Champbaudet pour faire en sorte que son entreprise puisse prospérer. Ce ne sera hélas pas suffisant. C'est une époque très difficile, on l'a dit. En plus, vous aviez quand même à l'époque une conception de l'honneur et du devoir qui était différente de celle d'aujourd'hui. Et donc le fait que Richard Champbaudet il ait été renvoyé chez lui parce que pour des raisons de santé, il n'ait pas pu participer à cette grande campagne d'Italie, bah, ça va quand même avoir une mauvaise réputation, ça va avoir un impact sur sa réputation. Et vous avez cette crise en plus qui continue, vous avez le marasme économique, on est en 1798, c'est très 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 difficile pour la France, et lui-même va être complètement ruiné dans cette première aventure entrepreneuriale. Heureusement, et heureusement pour la France d'ailleurs, vous allez croire que je suis complètement fou. Mais bon, en tout cas, heureusement pour la France et pour Richard Champbaudet, c'est le coup d'État du 18 Brumaire en 8. Donc en calendrier tel qu'on le connaît, c'est le 9 novembre 1799. Et ce coup d'État va faire en sorte que les affaires repartent pour Richard Champbaudet et de manière générale pour la France. Vous avez voilà, une sorte de regain économique qui va se mettre en place. Mais à nouveau, en 1804, donc à peine 5 ans après l'arrivée de Napoléon au pouvoir, et au moment même où celui-ci va monter sur le trône en tant qu'empereur, eh bien Richard Champbaudet est à nouveau ruiné. À cela, il y a deux raisons. D'une part, vous avez une sorte de protectionnisme local qui va se mettre en place, c'est-à-dire que les Lyonnais, vous savez, ce qu'on appelle les canuts, vont développer tout un système qui va leur permettre de se protéger, et donc ils vont défendre aux teinturiers de la ville de travailler avec les fabricants de Saint-Chamond. Donc Saint-Chamond, c'est une petite ville qui est située entre Saint-Étienne à l'ouest et Lyon à l'est. Et en mettant en place ces mesures protectionnistes, évidemment, Richard Champbaudet, qui s'est installé à Saint-Chamond, il va évidemment en pâtir, et donc il ne va plus pouvoir profiter des commandes des teinturiers de Lyon, qui est, on l'a dit au tout début de cet épisode, une ville extrêmement importante pour l'époque. Et puis aussi un autre facteur qui fait qu'il va être ruiné, c'est tout simplement que le Padoue n'est plus à la mode, et donc il ne va plus pouvoir compter sur cet attrait, cette mode pour soutenir ses commandes.
Bon, euh, on va faire un peu le bilan de toute cette aventure. Vous avez Richard Champbaudet qui a 21 ans, il a failli mourir pendant le siège de Lyon. Il s'engage un peu malgré lui, un peu comme Candide dans les troupes révolutionnaires. Il va se retrouver à pratiquement mourir dans l'armée d'Italie. Il va être renvoyé chez lui. Ça va avoir un impact sur sa réputation. Il va essayer de se lancer une première fois, ça rate. Il va essayer de se lancer une deuxième fois, ça rate. Autant vous dire que Richard Champbaudet, à ce moment-là, il est complètement désespéré. Et d'ailleurs, on a des écrits de lui qui disent que s'il n'avait pas sa famille, eh bien, il aurait justement repris du service dans l'armée pour aller chercher la gloire ou la mort. Mais bon, voilà, il a une famille à nourrir, c'est ainsi, et il ne peut pas se permettre de baisser les bras. Son destin va vraiment changer le jour où, en lisant le journal de l'Empire, donc c'est une gazette qui était assez réputée à l'époque, et qui s'est appelée ensuite le Journal des débats, eh bien, il va tomber sur un article qui porte sur la fabrication au Duchenberg, en Allemagne, de lacets ronds. Donc, vous voyez, hein, les lacets comme pour les lacets pour vos chaussures. Euh, a priori, ben, à l'époque, c'était pas vraiment courant d'avoir des lacets ronds. Les lacets étaient généralement plats pour des raisons justement de contraintes de fabrication. Mais en Allemagne, ils fabriquaient des lacets ronds avec des machines qui semblaient assez performantes. À savoir que vous aviez des machines qui pouvaient être maniées par un seul homme et qui pouvaient vraisemblablement fabriquer une centaine de lacets par jour. Donc un seul homme, une machine, 100 lacets chaque jour. C'est considérable, hein, pour l'époque. Et donc Richard Champbaudet, évidemment, quand il voit ça, il se dit mais il y a quelque chose à faire. Parce que depuis qu'il y a eu la chute du Padoue, on va dire, il va essayer de se trouver une autre niche dans laquelle il pourrait se lancer pour relancer une fabrication, relancer son activité entrepreneuriale. Et il se dit que les lacets, ça pourrait être pas mal, parce qu'à l'époque, vous aviez énormément de femmes, notamment, qui portaient des corsets, mais pas que. Vous aviez tout un ensemble de pièces de vêtements qui pouvaient être ajustées comme ça, grâce à des lacets. Et donc, il y avait une véritable demande pour ces lacets. Et d'ailleurs, on les importait principalement d'Allemagne. Donc Richard Champbaudet, en 1807, va se rendre à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, il faut quand même rappeler que le CNAM, hein, ce qu'on appelle le CNAM aujourd'hui, le Conservatoire national des arts et métiers, eh bien, il est fondé en 1794, donc c'est un établissement relativement récent. Et ce conservatoire, il est fait justement pour conserver tout ce qui est relatif aux différentes machines, aux différentes techniques. Et il va entrer en contact avec son directeur. Et ce directeur, c'est quelqu'un qui est un compatriote, puisqu'il est né à Vidalon-les-Annonay. C'est à 10 km de Bourg-Argental. Bourg-Argental, c'est le lieu de naissance de Richard Champbaudet. Et donc, il va justement comme ça, par cette sorte de patriotisme local, on pourrait dire, de localisme, eh bien, il va rentrer en contact avec cet homme, avec ce directeur du CNAM, qui n'est autre que Joseph Montgolfier. Alors Joseph Montgolfier, évidemment, vous le savez tout de suite, c'est le co-inventeur de la montgolfière avec son frère Jacques Étienne, donc qui avait fait comme ça cette magnifique montgolfière qui s'était envolée dans le ciel parisien. Il va rentrer en contact avec lui, il va échanger, et il va apprendre que au Conservatoire national des arts et métiers, vous aviez des métiers à lacets. Ça l'intéresse vivement, et donc il va visiter le conservatoire. Il va se faire guider d'ailleurs par le fils Montgolfier, et il va repérer dans toutes les machines qui sont au conservatoire euh, une machine en particulier qui est dotée de 13 fuseaux. Donc vous imaginez la machine en entier, et vous avez 13 fuseaux comme ça sur lesquels on va avoir du fil, et donc qui est actionné par un seul homme. Et donc c'est vraiment considérable, encore une fois, cette machine est là devant ses yeux, et il voit lui tout de suite le potentiel que ça peut avoir pour la fabrication des lacets. Et comment il pourrait justement la trafiquer pour faire en sorte d'avoir des lacets ronds et de pouvoir répondre à cette demande importante et de pouvoir avoir une sorte de substitution aux importations. Évidemment, on n'emploie pas ce terme-là à l'époque, mais c'est vraiment ça, hein. L'idée, c'est de remplacer tout ce qu'on importe par une production nationale. La problématique, c'est que
ce mécanisme-là qui voit au conservatoire, il ne fonctionne pas très bien. Et en vérité, on en a fabriqué 3 exemplaires qui sont en bois de sapin, donc vraiment un bois qui ne vaut pas grand-chose. Ces 3 exemplaires, on les a donnés à des enfants dans un organisme de charité pour les occuper. Voilà, à l'époque, si vous ne savez pas comment occuper vos enfants, en fait, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que quand vous aviez des orphelins sous la main, vous leur donniez un petit métier à tisser ou un petit métier à fabriquer quelque chose. Et puis voilà, comme ça, vous pouviez vous faire un peu d'argent sur leur dos. Bon, écoutez, hein, si on peut à la fois les occuper et en tirer un bénéfice, pourquoi pas. Voilà, c'est l'esprit du temps. Et bon, même ça, a priori, ça n'avait pas très bien marché. Les métiers n'étaient pas très efficaces. Et bon, on les avait donnés à un revendeur. Alors, pour Richard Chambovet, évidemment, il va falloir retrouver le revendeur de ces métiers à tisser. Il va falloir lui racheter les machines et il va les ramener chez lui à Saint-Chamond. Parce que lui, il voit au-delà des petits problèmes qu'il peut y avoir, il voit le potentiel que peuvent avoir ces machines et il voit comment il pourrait les ajuster, encore une fois, pour avoir une production à lui et pouvoir en tirer un bénéfice. Alors je vous raconte ça comme ça en quelques secondes, mais vous imaginez à l'époque, vous n'avez pas de camion, vous n'avez pas de déménageur, la situation économique est quand même relativement compliquée. Tout doit se faire certainement soit à cheval, soit via des charrois qui sont tirés par des bœufs, enfin, certainement quelque chose comme ça. Donc vraiment toute cette aventure de retrouver les machines, de les payer, de les ramener de Paris à Saint-Chamond, c'est vraiment quand même un effort considérable. Mais il n'en démord pas, il ramène tout ça à Saint-Chamond et il va pouvoir commencer la production de ces lacets. Alors on est là en 1808, donc l'année suivante, et c'est encore une fois assez difficile, hein. Il n'arrive pas vraiment à se faire de vente, mais c'est quelque part quelque chose de normal, hein. Tous ceux qui commencent dans la vente, et j'en suis moi-même là avec mes livres, au début c'est difficile, vous n'avez pas beaucoup de réseau, vous n'avez pas nécessairement de revendeurs, vous ne savez pas vraiment comment écouler votre production, et vous avez un problème comme ça entre le fait d'avoir votre production d'un côté et de pouvoir trouver une clientèle de l'autre. Donc ça va prendre un peu de temps, mais peu à peu, voilà, ça va décoller. Et donc, dès la fin de 1808, vous allez avoir, il va passer de 3 métiers qu'il a ramenés de Paris en bois de sapin à 10 métiers à lacet au total. En 1809, il va doubler sa production et il va en avoir 20. Il va acquérir une fabrique qui s'appelle la fabrique Grandjon en 1810. Donc là, on est 2 ans après le début et il va y entreposer tous ces métiers-là. En 1811, il aura 45 métiers. En 1812, 82. Et donc, voilà, hein, il n'est pas nécessaire d'être un grand génie en mathématiques pour comprendre que là, chaque année, depuis 1808, vous avez tout simplement un doublement de la production. Évidemment, ce succès, ça va inciter la concurrence à réfléchir, à copier, et donc vous avez cette concurrence qui va s'installer comme ça, qui va se développer aux environs de Saint-Chamond. Mais peu importe, parce que Richard Chambovet, comme je vous le disais, comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, et il se dit il faut aller plus vite, il faut aller vraiment, vraiment, vraiment plus vite. Donc il va continuer comme ça à établir, à doubler sa production, justement pour pouvoir toujours être en avance par rapport à ses concurrents et pour avoir une économie d'échelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir certainement en, en commandant les intrants, donc en commandant toute la matière première qui est nécessaire pour fabriquer les lacets, vu qu'il en commande plus que les autres, certainement qu'il va pouvoir avoir comme ça un prix gros, il va pouvoir mieux négocier avec ses fournisseurs, etc. Donc lui, il a vraiment compris la logique du capitalisme, hein, qui n'allait pas nécessairement de soi encore à cette époque. Évidemment, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, ça paraît évident, mais là, on est vraiment dans l'un des pionniers de la révolution industrielle française. Et non seulement il va comprendre comment le capitalisme marche d'un point de vue quantitatif, mais il va aussi le comprendre d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte assez rapidement que l'un des gros problèmes pour la production de lacets, c'est le problème de l'énergie. Alors si vous allez dans la région de Saint-Chamond, et de manière générale la région de Saint-Étienne, vous allez pouvoir visiter comme ça ces
ces petites vallées qui remontent dans les massifs. Et en allant dans ces petites vallées, vous allez passer dans des magnifiques villages comme ça en pierre qui s'étagent sur les flancs des vallées. Et au fond des vallées, généralement, vous allez voir des bâtiments qui s'étirent en longueur comme ça et qui suivent les cours d'eau. Et bien ça, il faut le savoir, ce sont généralement, pas toujours, mais généralement d'anciens ateliers de fabrication. Et la région de Saint-Chamond et plus généralement dans la région de Saint-Étienne, vous allez avoir comme ça ces ateliers qui vont se multiplier et qui vont utiliser l'énergie hydraulique pour faire fonctionner les métiers à tisser ou de manière générale toutes sortes de productions industrielles. Mais la problématique, c'est que il suffit qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie, pas suffisamment de neige pendant l'hiver, etc. Vous avez un débit de l'eau qui est irrégulier et donc ça va affecter la production. Mais Richard Chambovet, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que son destin puisse, comment dire, dépendre de ces circonstances naturelles. Et il va décider tout simplement d'installer une machine à vapeur en 1816. 1816, donc c'est vraiment, vous voyez encore une fois, là on est au tout début de la révolution industrielle en France. D'ailleurs, la machine à vapeur qui va installer à côté de Saint-Chamond, dans l'un de ses ateliers, c'est une machine c'est une machine à vapeur qui est l'une des premières dans la Loire. On utilisait quelques machines à vapeur pour tout ce qui était exploitation du charbon, à Saint-Étienne principalement, mais vraiment pour l'industrie textile dans la Loire, c'est la première machine à vapeur. Alors il faut parler un instant de cette petite machine à vapeur parce que c'est vraiment une affaire en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui d'intelligence économique. Les Anglais, à cette époque, avaient une avance considérable dans la révolution industrielle. Ils avaient déjà compris l'intérêt de la vapeur pour différentes raisons. Je ne vais pas m'étendre dessus, notamment le fait qu'ils avaient rasé toute leur forêt. Donc, ils n'avaient plus nécessairement de quoi avoir juste du bois. Et ils vont développer la machine à vapeur bien plus que nous. Et il se trouve que 1814-1815, on est à la fin de l'Empire, et à Lyon, vous aviez un certain nombre de prisonniers que Napoléon avait fait lors de toutes ses campagnes, et notamment un prisonnier anglais. Et bien ce prisonnier anglais, Richard Chambovet, va s'en servir pour construire cette machine à vapeur. Apparemment, c'était un Anglais qui avait ces connaissances-là. Il va fabriquer cette machine à vapeur, et elle ne sera installée qu'en 1816. Enfin, quand même, ça reste considérable. Et il va l'installer dans sa fabrique et ça va lui permettre, imaginez, d'animer 240 métiers à tisser. Donc on est passé en 1808 de 3 métiers à tisser en bois de sapin un peu branlant on va dire, en 1816 à 240 métiers à tisser qui sont animés par la vapeur. Donc là, on va entrer tout de suite dans d'autres dimensions. Ça va lui permettre de générer des gains considérables et donc d'investir dans sa production et donc encore une fois de pouvoir croître. Il va racheter la quasi-totalité des moulins qui sont situés sur le Gier. Alors le Gier, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière parce que vous avez eu des énormes inondations dans la région qui ont vraiment ravagé le fond de cette vallée. Et donc il s'agissait du Gier. Le Gier, donc, il descend comme ça des montagnes et il va irriguer toute cette petite vallée qui va pratiquement jusqu'à Lyon. Et donc, il y avait un certain nombre de moulins qui étaient situés sur le Gier pour la force hydraulique. Richard Chambovet va les racheter, ça va lui permettre de développer sa production. Il va acheter une nouvelle machine à vapeur en 1828. Et donc, cette machine à vapeur, pour le coup là, parce qu'on commence un peu à internaliser les compétences tout simplement, eh bien elle va être fabriquée à Rive-de-Gier. Rive-de-Gier, c'est juste à côté de Saint-Chamond, c'est à une dizaine de kilomètres, même pas. Et le charbon, lui, il va provenir de Saint-Étienne. Et donc comme ça, vous comprenez que vous avez tout un écosystème qui va commencer à se créer dans cette vallée entre le charbon qui va permettre d'alimenter les machines à vapeur, qui vont permettre de faire tourner les métiers à l'acier et donc d'avoir une production qui va vraiment être beaucoup plus compétitive que toutes les productions qu'on peut avoir dans le reste du pays, notamment
Vous aviez à l'époque apparemment une industrie du lacet qui se situait en Normandie, sauf qu'en Normandie, vous n'avez pas de charbon. Donc eux, il fallait qu'ils importent le charbon d'ailleurs, donc c'était des coûts supplémentaires. Et donc en ayant toute cette petite production qui vont se combiner au même endroit, eh bien Richard Champbaudet va pouvoir avoir une industrie du lacet qui est beaucoup plus compétitive que ce qui se fait dans le reste du territoire. En 1830, Richard Champbaudet compte au total 2200 métiers. Et il va, alors j'ai regardé un petit peu, je suis tombé sur ces documents, mais il va avoir une production qui aura une marge de 50%. Donc entre euh, le prix de production et le prix de vente, voilà, vous avez une marge de 50%. C'est vraiment considérable. Hein. Les fabriques allemandes, qui historiquement étaient assez compétitives et fournissaient le reste de l'Europe, eh bien elles ne peuvent plus rivaliser. Richard Champbaudet, lui, il va réduire ses marges au maximum pour pratiquer ce qu'on appelle une guerre commerciale. Il va baisser ses prix. Encore une fois, les fabriques allemandes et le reste des fabriques européennes ne vont plus pouvoir s'assigner sur ces prix-là. Peu à peu, toutes ces fabriques vont faire faillite et Richard Champbaudet va pratiquement se retrouver dans une situation de monopole commercial. Hein. Alors je dis Richard Champbaudet, mais c'est vraiment parce qu'il est le symbole aussi de toute une industrie du lacet qui s'est développée à Saint-Chamond. Et donc comme ça, dans le premier quart et la première moitié plutôt du 19e siècle, vous avez Saint-Chamond qui va vraiment devenir la capitale mondiale du lacet. Alors c'est vrai que comme ça, ça fait ça fait un peu fête à la saucisse, oui, capitale mondiale du lacet. Oui, c'est vrai que ça peut paraître drôle, mais en réalité, c'est vraiment des revenus qui sont considérables. C'est des prouesses techniques qui peuvent se développer. Vous avez tout un écosystème dans lequel l'innovation va être de plus en plus fine et dans lequel on va pouvoir développer tout un ensemble d'autres industries. Et donc c'est vrai que comme ça, quand on parle de capitale du lacet, ça fait un peu sourire. Mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose de considérable et ça participe vraiment au rayonnement de la France. D'ailleurs, vous allez avoir une exportation de la production de Saint-Chamond dans tout le reste de l'Europe, mais aussi aux Amériques. Vous allez avoir des lacets de Saint-Chamond qui vont se retrouver là-bas. Et donc voilà, l'innovation au fur et à mesure va se poursuivre, la production va se poursuivre. En 1833 d'ailleurs, on fabriquera les premiers lacets élastiques, donc on va pouvoir faire en sorte que les lacets puissent avoir une certaine tension comme ça. Là aussi, aujourd'hui, on se dit, bon, c'est bien gentil, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est vraiment des innovations qui sont considérables. On va également, du point de vue de l'innovation de la production, on va équiper l'usine d'Isieux d'un éclairage au gaz. Et donc ça va permettre de mieux travailler la nuit parce qu'on va avoir une meilleure vision de ce qu'on fait tout simplement et ça va permettre de ne pas interrompre la production. Donc vous avez les usines comme ça qui tournent en permanence 24 heures sur 24 et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf que ça se passe en 1833, donc vraiment on est là aussi... alors là on n'est plus vraiment au début de la révolution industrielle française, mais quand même hein, on est dans les époques vraiment au début de cette aventure et ça va permettre d'avoir encore une fois tout un écosystème, toute une région qui va se développer. En 1845, vous aurez 3000 ouvriers, et d'ailleurs il faut le préciser, 3000 ouvrières, hein, parce que ce sont principalement des femmes qui sont employées dans ces usines. Donc c'est là encore une fois un environnement vraiment considérable qui se crée comme ça dans cette petite région. En 1851, eh bien, écoutez, c'est l'aventure qui se termine, hein, tout simplement. Vous avez Richard Champbaudet qui va mourir de sa belle mort. Il aura transmis l'entreprise à ses fils en 1839. Et donc, c'est quelque part un peu la fin de cette aventure. Alors, je ne vais pas développer sur le reste de l'aventure industrielle de Saint-Chamond, mais c'est une ville qui encore aujourd'hui est très industrialisée. Vous avez tout un ensemble d'entreprises qui sont encore implantées. C'est une ville qui, même encore au début du XXe siècle, avait une activité très soutenue. Elle a principalement d'ailleurs contribué à l'armement de la France pour la Première Guerre mondiale. On y fabriquait tout un ensemble d'armements. Et vous avez aussi un char de combat qui s'appelait le Saint-Chamond, qui vient de cette ville-là et qui était l'un des premiers chars de combat déployés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et on peut dire quelque part que eh bien, même si ce n'est pas nécessairement des industries qui sont liées,
c'est certainement Richard Chambovet et tout le développement qu'il a eu et toute son aventure entrepreneuriale qui a certainement contribué à faire en sorte que la France puisse bénéficier à Saint-Chamond d'un pôle industriel qui lui aura permis, en partie en tout cas, de remporter la guerre, tout simplement. Alors quel bilan on peut tirer de cette aventure industrielle de Richard Chambovet? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des destins assez similaires en France, hein. Vous avez comme ça des endroits en France où des barons d'industrie se sont lancés en partant de rien et au fur et à mesure ils ont réussi à créer des entreprises d'ailleurs qui peuvent encore exister, qui ont pu d'ailleurs donner même naissance à des grands groupes internationaux. Et c'est vrai qu'on regarde toujours ça avec une certaine fascination parce que ce sont des mondes entiers qui se construisent, c'est des aventures où il a fallu, comment dire, surpasser certaines difficultés, etc. Il y a plusieurs points qui me viennent à l'idée concernant Richard Chambovet. C'est déjà le fait que c'est un être qui a trouvé la prospérité en étant enraciné dans sa région. Je vous rappelle, hein, il est né à Bourg-Argental. Il s'est implanté à Saint-Chamond, je crois que c'est à entre 20 et 30 km au nord. Et c'est là qu'il s'est marié, c'est là où il y a toute sa famille, c'est là où il va investir. Et il n'y a pas vraiment de mystère à tout ça, hein. C'est tout simplement qu'il a pu bénéficier comme ça d'une connaissance de la région qui lui vient de sa famille, de sa belle famille. Il a pu bénéficier certainement aussi de solidarité familiale ou amicale. Il a pu bénéficier d'une connaissance aiguë des différents prestataires, mais aussi des différents clients qu'il pouvait avoir. Et comme ça, grâce à cette connaissance, grâce à cet enracinement, eh bien Richard Chambovet, il aura réussi à survivre finalement à 2 faillites et à pouvoir créer une industrie qui soit véritablement prospère. Ce qui me semble aussi intéressant avec Richard Chambovet, c'est que, vous l'avez vu, hein, dans son ascension, dans le développement de son entreprise, c'est quelqu'un qui avance pas à pas. Il a pas commencé à faire comment dire, une annonce avec un petit communiqué de presse en expliquant qu'il allait lever 200 millions d'euros pour créer une industrie révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est quelqu'un, voilà, il a commencé tout en bas, il a commencé ouvrier boulinier, il a appris le métier, ensuite il s'est lancé, il a commencé à faire son petite industrie au niveau local, il a vu que ça ne marchait pas, il s'est réorienté, ensuite il a essayé de prendre une innovation d'ailleurs, mais de pouvoir la modifier ensuite comme lui, ça lui convenait par rapport à un savoir-faire qu'il y avait dans sa région. Et comme ça, peu à peu, il a pu grandir. Pareil, hein, vous avez un doublement de la production. Il ne s'est pas dit, tiens, j'ai 3 métiers à tisser, si j'en fabriquais 500. Alors peut-être qu'il y a aussi des contraintes évidemment matérielles à tout ça et financières, mais voilà, vous avez une production, vous avez une aventure qui avance pas à pas, et je crois vraiment que c'est l'une des clés du succès. C'est la même chose dans toutes les aventures. Si vous commencez tout de suite en vous disant que vous allez faire quelque chose d'incroyable et que vous allez révolutionner le monde, généralement ces gens-là, ça va pas très loin, il faut être honnête. Bon, je ne développe pas plus que ça, mais vous comprenez l'idée. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas attendu que les conditions soient réunies pour se lancer dans une production. Alors c'est vrai que ça l'a desservi, hein, parce que dans le cas par exemple de la production de Padoue, peut-être que s'il avait anticipé un peu plus les différentes modes, etc., ça lui aurait peut-être évité une faillite. Mais en tout cas, voilà, il a son idée. Il se dit que ici, à tel endroit, avec telle condition, on va pouvoir faire telle production, et il le fait. Et comme ça, il n'est pas juste, comment dire, il n'est pas juste, c'est pas un suiveur quelque part. Il s'est pas dit, tiens, si j'allais m'installer en Allemagne, par exemple, parce que ça aurait pu être une tentation. Et d'ailleurs, il l'a eu, hein, il l'explique dans les différents témoignages qu'il a livrés notamment à ses fils et qu'ils l'ont retranscrit ensuite. Il aurait pu se dire, bon, écoutez, Saint-Chamond, c'est très sympathique. En fait, les Allemands, c'est les meilleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on va immigrer en Allemagne. C'est là où c'est le centre du monde, c'est le centre du monde économique.
on va lancer notre production là-bas, on va se développer, on va faire un business pas possible et ça va être incroyable, on va casser la baraque, comme on dit. Non, 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 lui, il a été fidèle à sa région, il est resté fidèle à son pays, il a voulu justement, il a vu qu'il y avait un potentiel par rapport à ça, et quelque part, c'est ça qui est beau, c'est que si vous restez pur et droit dans le chemin que vous adoptez, à un moment donné, ça finit par payer. Et là, on parle de Richard Chambouvet, mais je suis certain qu'il y a énormément d'autres industries ou d'autres destins comme ça, où la personne aurait pu se dire, bon, bah très bien, allez hop, je pars au hasard aux États-Unis et je vais faire fortune là-bas. Non, non, lui, il est resté fidèle, encore une fois, à sa famille, à sa région. Il a développé, il s'est enraciné, et c'est ça justement qui lui a permis d'atteindre un succès considérable. Et donc voilà, pour conclure sur tout cet épisode sur l'affaire Richard Chambouvet, c'est que ce qui a certainement fait sa force, c'est vraiment son enracinement. Alors l'enracinement, c'est un concept que j'ai déjà abordé dans différents écrits, et c'est notamment le titre d'un livre que j'affectionne particulièrement, un livre de Simone Weil, alors Simone Weil avec un W, c'est la philosophe qui a combattu notamment pendant la guerre d'Espagne du côté des Républicains, mais aussi pendant la guerre du côté de la France libre. Et donc elle a écrit justement pour le général de Gaulle un livre qui s'appelle L'Enracinement et qui donne comme ça tout un ensemble de conseils pour l'après-guerre sur comment on pourrait redonner une inspiration au peuple français, relancer la France dans l'après-guerre. Ce livre, vraiment, je vous le conseille. Alors, il est un peu ardu, c'est vrai, quand on n'est pas habitué à la philosophie, mais c'est une source d'inspiration, pour le coup, considérable. En tout cas, moi, ça m'a aidé à développer énormément, énormément d'écrits. C'est quelque chose que vous retrouvez dans tous mes romans. Dans tous mes romans, vous avez évidemment ce concept d'enracinement. Donc, encore une fois, je ne peux que vous conseiller de lire Simone Weil. Je ferai d'ailleurs un petit article que je vais publier sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description dès qu'il sera sorti. Cet article, eh bien, ce sera une introduction, on peut le dire, au concept d'enracinement. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont nos racines quelque part? Comment on peut identifier les racines et comment ça peut nous servir pour prospérer, tout simplement. Eh bien écoutez, on en finit là pour Richard Chambouvet. J'espère que ça vous a plu et je vais aborder maintenant quelques points concernant mon activité en tant qu'écrivain. Voilà les amis, comme je vous disais la semaine dernière, il y a des trésors un peu partout en France et ce ne sont pas nécessairement des trésors matériels, plutôt des choses qui sont justement enracinées dans notre territoire et dans son histoire. Et cette histoire de Richard Chambouvet, justement, j'ai trouvé ça très inspirant parce que il y a toute cette épopée industrielle, évidemment, avec cette croissance. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très inscrit vraiment dans notre biologie. On a une fascination pour ce qui a tendance à croître, à prospérer, à se développer, vraiment. C'est quelque chose, comment dire, duquel on ne peut pas vraiment se départir. On a une sorte de magnétisme par rapport à ça. Mais je pense que bon, ça doit s'expliquer assez naturellement. C'est que on est, on est amené à voir ce qui marche parce que ça va permettre de conditionner aussi notre propre survie. Donc, justement, pouvoir avoir accès à ces petits destins, à ces petits exemples qui nous motivent, nous donnent l'envie, nous aussi, de faire des choses, c'est vraiment important, je crois. Et, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut trouver partout, partout, partout en France. Dans le moindre petite ville, le moindre petit village, il y a forcément un destin, une histoire particulière qui peut nous apporter quelque chose. Donc vraiment, ce que je veux arriver à faire avec le podcast, c'est d'aller à la recherche de ces différents trésors et puis de pouvoir les mettre à jour et vous les servir finalement par l'intermédiaire de ce média. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui, l'appétit vient en mangeant. Et au début, je pensais faire finalement un seul épisode
toutes les 2 semaines. Mais je crois que c'est plus intéressant de faire ça au moins une fois par semaine. Il y a différentes raisons à cela. Déjà, plus on fait d'épisodes, meilleur on devient. Ça, c'est évident, c'est comme ça dans n'importe quel artisanat. À force de faire les choses, on maîtrise la technique. Et à force de maîtriser la technique, on l'internalise finalement. Et ça va nous permettre pas de se débarrasser, mais d'agir naturellement par rapport à cette technique, que ce ne soit plus un poids, que ce soit plus vraiment, vous savez, cette idée qu'on a dans la tête quand on essaie de parler, etc. On va pouvoir mettre ça de côté et se concentrer vraiment sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, le message qu'on veut faire passer. Donc c'est vraiment important, je pense, un peu comme Richard Chambovet, vous voyez, d'améliorer la production, parce que en améliorant la production, on fait plus vite des erreurs, et en faisant plus vite des erreurs, on arrive à les corriger, on arrive à faire en sorte de s'améliorer tout simplement, et puis de passer devant la concurrence. Alors je sais pas si je peux voir ça comme ça du point de vue de ce podcast. Franchement, je pense pas d'ailleurs que ce soit vraiment très sain, il faut pas le voir comme ça. Mais par contre, à titre personnel, oui, moi j'ai vraiment l'ambition à chaque épisode de vous servir quelque chose qui soit meilleur que la fois précédente, à tel point qu'un jour vous vous disiez mais je regarde pas avant tel épisode parce qu'il n'était pas assez bon quoi, par rapport à ce qu'il fait actuellement. Donc vraiment l'idée c'est, en tout cas de ce que je veux faire moi à titre personnel, c'est de, de s'améliorer à chaque épisode. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des retours, si vous avez des choses à me faire savoir, à me dire, des points particuliers, des choses peut-être qu'on pourrait améliorer, voire même si vous faites, vous, des podcasts, des choses comme ça, si vous pouvez m'éclairer sur les techniques, sur le son principalement, parce que ça c'est quelque chose, j'avoue, je ne comprends pas très bien, je ne me suis pas encore intéressé, hein, il faut que je le fasse. Comment améliorer le son, comment peut-être se débarrasser de certains parasites, comment mieux aussi comment dire, s'exprimer avec un micro, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui est assez passionnant avec cette petite aventure, c'est qu'il y a plein de compétences à développer et qui sont vraiment utiles dans d'autres aspects. Notamment l'écriture, ça clairement ça m'aide, mais derrière il y a aussi toute une dimension marketing, mise en avant, une dimension prise de parole, une dimension technique aussi avec le différent montage, etc. Donc ça, vraiment, je suis vraiment preneur de vos retours et ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, l'idée, hein, c'est, comme je vous disais, d'améliorer cette production et puis aussi de partager tout ça avec vous. Alors je sais que cette deuxième partie, elle va peut-être intéresser moins de monde, mais je crois qu'on a, comment dire, c'est une petite aventure et on a tous des aventures à mener. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à la dimension, comment dire, au fait que ce soit un podcast ou au fait que ce soit de l'écriture. Les problèmes que je rencontre, je suis certain que c'est des problèmes que vous pouvez rencontrer vous aussi dans des dimensions complètement différentes. Et de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, ce que je fais souvent, c'est que par rapport à l'écriture et par rapport à toute cette aventure, j'essaie d'aller piocher dans d'autres secteurs. Et c'est vraiment très enrichissant parce que ça vous permet de voir les choses de manière différente. Moi, je m'inspire notamment de différents entrepreneurs, ça c'est clair. Hein, même encore une fois, hein, dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir, ça me permet de voir comment ils font les choses, comment ils réfléchissent et comment ils arrivent à surpasser certains problèmes. Et j'essaie de faire un peu la même chose. Donc voilà, j'espère qu'en vous exposant ici les problématiques que moi je rencontre, peut-être que ça va vous permettre aussi de réfléchir à vos propres projets. Euh, alors justement, l'idée, hein, comme je vous disais, c'est d'augmenter la production. Et ce que je vais faire, c'est que là, je suis en train de tester un système de production. Parce que, en fait, c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé, je faisais ça en parallèle de mon travail. Et donc, c'était une aventure qui était complètement différente. Parce oui, il fallait s'organiser, mais par rapport à une activité professionnelle. Là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mes journées qui sont organisées. Donc ça a été une autre étape. Maintenant, j'ai des journées qui sont vraiment organisées pratiquement militairement, on va dire, avec des horaires très précis, avec des activités très précises. Et le fait qu'elles puissent
comment dire, la manière dont je les accomplis, ça va aussi conditionner la manière dont l'activité suivante va se dérouler. Notamment, pour vous donner un exemple concret, parce que là c'est vrai que c'est un peu particulier, mais vraiment, avant je faisais du sport en fin de journée. Parce que tout simplement, vous n'avez pas le temps d'en faire, ou alors c'était assez rare, mais vous n'avez pas vraiment le temps d'en faire pendant votre journée au travail. Et donc, mécaniquement, je faisais mon sport en fin de journée. Maintenant, mon sport, je le fais en milieu de journée, parce que justement, ça me permet de couper la journée en deux et d'être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif sur la deuxième partie de journée. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je mange très peu à midi. C'est parce que ça me permet de ne pas avoir, vous savez, là, l'envie de faire une sieste vers 13 h. Là, c'est un carnage. Donc là, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à bien doser. Et ça me permet d'être vraiment très très productif sur la deuxième partie de journée. Euh, et ça me permet d'être vraiment très, très, très productif sur la deuxième partie de journée. Et en particulier, ce que je fais aussi, c'est que toute la partie écriture, vraiment écriture de mes romans, donc le cœur de mon activité, parce que tout ce qui est podcast, etc., ce sont des activités annexes qui permettent in fine de mettre en valeur le roman. Toute la partie écriture, elle est sanctuarisée en début de journée, parce que c'est le moment où je suis vraiment, vraiment, vraiment le plus productif. Donc là, j'essaie d'avoir de grosso modo de 7h30 à 11h30, j'ai 4 heures où je ne fais que écrire et il ne se passe rien d'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme ça, au fur et à mesure, voilà, j'ai réussi à me constituer une journée type qui fonctionne et sur laquelle je suis vraiment productive de 8h jusqu'à généralement 22h. Ensuite, maintenant, là, je suis en train de passer à une autre étape, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai organisé ma journée, là, je suis en train de voir pour organiser mes semaines. Et donc, voilà, vous allez avoir, j'en parle pas trop pour le moment parce que justement, il y a énormément d'ajustements à faire. Je suis sûr que c'est un processus qui va prendre du temps et il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses qui vont évoluer. Mais l'idée, c'est qu'à terme, cette semaine qui est organisée, elle va me permettre de sortir euh, ce podcast, un épisode de podcast, probablement aussi une vidéo. Alors ça, je suis en train de voir, mais c'est encore un autre délire. Hein. Vraiment, c'est d'autres compétences, etc. Je ne sais pas si je suis encore mûr pour faire ça. On va voir. Je vais essayer cette semaine. Et bon, vous verrez, vous verrez assez rapidement. Je ne sais pas encore. On va voir. En tout cas, cette vidéo, elle va s'appuyer sur un article qui lui-même, cet article, est en lien évidemment avec cet épisode de podcast. Et également, je sortirai une nouvelle, comme c'était le cas avant. Et cette nouvelle aussi va être en lien avec le concept qui est autour du podcast. En tout cas, de cet épisode. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est sur Richard Chambovet. L'article, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va porter sur le concept d'enracinement et le livre de Simone Weil qui en parle et qui est vraiment incroyable. Donc l'article, voilà, il va développer un peu tout ça. Ça va permettre de faire une sorte d'introduction. Et derrière, la nouvelle que j'ai écrite et qui sortira dans la newsletter, eh bien évidemment, ça va parler de ce concept d'enracinement. Donc vous voyez, il y a vraiment une sorte de travail à faire et l'idée c'est vraiment de ne pas sacrifier la, la qualité à la quantité. Ça c'est aussi un concept sur lequel je travaille énormément actuellement et que j'essaie de vraiment d'intérioriser. C'est le fait que c'est bien beau de vouloir tout faire, de vouloir être présent sur les réseaux sociaux, etc. Mais à un moment donné, c'est comme vous voyez, c'est comme Richard Chambovet, sa machine à vapeur. Hein. Si vous ne mettez pas de charbon dans la machine à vapeur, il n'y a pas d'activité dans l'entreprise, il n'y a pas de production lacée, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc, in fine, c'est l'usine qui fait faillite. Et pour moi, c'est la même chose. Moi, ma machine à vapeur, c'est l'écriture. Parce que s'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas tout ça, quoi. Et évidemment, après, je développe des choses qui vont permettre de faire en sorte d'augmenter le chiffre d'affaires et d'optimiser mon activité entrepreneuriale. Mais à la base, mon activité principale, c'est bien l'écriture. C'est bien l'écriture. Donc ça, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je l'ai bien sanctuarisé. Et en sanctuarisant cette écriture, eh bien, justement, je fais en sorte de ne pas sacrifier la qualité à la quantité. Je sais que tous les jours, presque, parce que je ne travaille pas le dimanche, mais tous les jours,
je vais pouvoir avoir une plage sur laquelle je ne fais rien d'autre qu'écrire, écrire, écrire, écrire. Et après, peu importe effectivement si j'arrive à sortir 300 mots ou si j'arrive à sortir 3000 mots, mais c'est vraiment, il faut se mettre dans le processus. Et derrière, il y a des choses qui se passent. C'est automatique. D'ailleurs, en ce moment, ça me fait combien de mots? Je dirais à peu près, je dirais qu'actuellement, j'écris un petit peu moins de 10 000 mots par semaine. Donc, pour vous donner une ordre de grandeur, un roman, c'est 100 000 mots. Donc, ça veut dire qu'en 2 semaines, donc à peu près 2 mois, j'arrive à sortir un roman. Ça, évidemment, c'est théorique, hein, parce que vous avez toute une partie de recherche qui se passe avant. Vous avez des périodes où vous n'êtes pas nécessairement justement dans ce processus d'écriture, mais sur les périodes où c'est sanctuarisé, comme c'est le cas actuellement, euh, parce que je suis en déplacement, voilà, je suis pas en famille, je peux vraiment me concentrer là-dessus. Voilà, c'est 10 000 mots. Donc c'est pas mal. Je pense que ça pourrait être optimisé. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à souhaiter non plus. Bon, c'est tout un débat, en tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Mais vous, si vous souhaitez, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, il y a des gens, vous voyez, qui veulent, je sais pas moi, à côté du travail, se consacrer à un autre projet, essayer de développer quelque chose. Il y a une seule chose qui compte, c'est identifier quelle est la machine à vapeur de votre projet, qu'est-ce qui compte pour faire en sorte que votre projet marche, vraiment, la production au sens strict, et combien d'heures vous allez allouer à ce projet. C'est tout. C'est tout. Donc, je sais pas, moi, vous avez envie de faire comme on dit, un side business, là, une petite aventure entrepreneuriale à côté de votre travail. Vous devez absolument sanctuariser des plages de temps à côté de votre activité principale, euh, y compris cette sanctuarisation, elle doit se faire y compris par rapport à des, comment dire, à des gens extérieurs, vous savez, parce que enfin, ça m'arrive évidemment d'écrire quand je suis chez ma famille, chez des amis, et le, la problématique, c'est que vous avez toujours quelqu'un de bien, vraiment de bien intentionné, je le dis vraiment comme je le pense, de bien intentionné, qui vient vous proposer quelque chose, et ça vous casse dans votre, comment dire, ça vous casse dans votre rythme, et voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument vous enfermer dans une pièce et faire en sorte qu'il n'y ait personne qui vous dérange sur cette plage d'heures. Et vous voyez, pendant, je sais pas, vous faites ça par exemple, ne serait-ce qu'une heure par jour, si vous faites ça 365 jours par an, pardon, euh, vous arrivez évidemment à faire pratiquement 400 heures dans l'année, et sur ces 400 heures-là, forcément, il sortira quelque chose. Si c'est vraiment un travail euh, sincère et que vous essayez de développer et de porter. Ça, c'est capital. Vraiment, c'est l'étape numéro une. Et bon, je ne vais pas plus développer que ça, mais si vous voulez vous lancer dans ce type d'aventure, vraiment, la production, le temps, c'est tout. Euh, Ensuite, évidemment, il va falloir tenir sur la durée. Donc, écoutez, je verrai un peu comment ça va se passer par rapport à ce podcast et puis aux différents contenus là, que j'essaie de produire. Essayer aussi de faire en sorte de les articuler avec d'autres choses qui se passent. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, il faut arriver à tenir dans la durée, se ménager aussi des temps de repos. Ça, je le vois bien. J'ai du mal à le voir encore, comment dire, à l'échelle d'une année, et surtout à m'organiser à l'échelle d'une année. Mais par contre, à l'échelle d'une journée, le repos est capital, quoi. Il est absolument nécessaire de faire à peu près, moi je fais à peu près, ouais, je dirais 45 minutes, une heure de pause à midi, vraiment pour couper complètement. Ah non, un peu plus, c'est vrai, un peu plus parce que je fais à peu près une demi-heure de sport, donc renforcement musculaire. À midi, ça me fait un créneau, on va dire, d'une heure et demie, où voilà, je coupe complètement et ça me permet de séparer la journée en deux, d'avoir une sorte de régénération où je bouge déjà. Super important quand on est écrivain parce que quand vous êtes assis toute la journée, là, il y a moyen de devenir fou et puis même pour la santé, c'est pas bon. Mais là, voilà, ça me permet de couper complètement, de me ressourcer en déjeunant. Et puis, évidemment, la nuit. La nuit, c'est capital. Le repos, mais ça, c'est quelque chose qui est souvent, je trouve,
On se dit oui, c'est pas grave, ou tiens, si je me regardais encore un épisode de ceci, ou je vais faire la fête, ou cela. Et bon, c'est très bien, il faut, faut s'amuser dans la vie. Vous n'êtes pas tous obligés de devenir des moines comme moi. Mais en tout cas, euh, vraiment, ce que je ressens, c'est que si j'ai pas passé une bonne nuit de sommeil, le lendemain matin, c'est impossible d'avoir le niveau d'attention nécessaire pour écrire quelque chose qui soit de qualité. Et donc, non seulement vous avez perdu une journée de sommeil, une nuit de sommeil, pardon, mais en plus, la matinée, elle est foutue. Et puis après, ben voilà, c'est du sommeil que vous avez perdu et vous êtes dans une sorte de cercle vicieux qu'il est difficile de rattraper parce que la seule manière de le rattraper, en fait, c'est à un moment donné de s'arrêter et de casser un rythme. Et donc, il faut repartir sur ce rythme-là. Donc, c'est vraiment très compliqué. Bon, là aussi, je ne vais pas, je vais pas m'étendre plus que ça, mais si ça vous intéresse, bah, vous me le direz et peut-être que je développerai un peu plus. Euh, bon, toute cette production, hein, vous l'avez compris, en fait, j'essaie de développer une influence en ligne. Ça me semble capital. Je l'ai mis de côté pendant les 2 premières années parce que je souhaitais me concentrer vraiment sur le processus de production. Ça me semblait être une priorité. Et je crois que j'ai pas fait d'erreur de ce point de vue-là parce que ça m'a permis quand même de sortir 4 romans. C'est pas rien en 2 ans. Et surtout, bah, encore une fois, de faire des ventes. Alors, les ventes, le niveau de vente est ce qu'il est. Maintenant, évidemment, j'aimerais que ça augmente. Je peux pas être partout à la fois, ça je m'en suis bien rendu compte. C'est vrai que voilà, à- j'arrive à m'en sortir en faisant des événements à droite à gauche. C'est très 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 intéressant, très enrichissant. Mais si vraiment je veux avoir une certaine sérénité, parce que bah, il suffit qu'il y ait un événement qui soit annulé, ou euh, je sais pas ce qui peut se passer, mais en gros, si je veux avoir vraiment une certaine sérénité, il faut que j'arrive à développer cette influence en ligne et faire en sorte que des gens que je ne rencontre pas physiquement puissent et veulent se procurer mes ouvrages. Donc là, ça pose un sérieux problème euh, sur lequel là aussi je suis en train de réfléchir. Parce qu'à partir du moment où vous mettez la main dans les réseaux sociaux, vous savez comment c'est en fait, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Vous avez des notifications qui n'arrêtent plus. Vous avez des gens qui commentent, qui like, qui ceci, qui cela. C'est très bien, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais c'est important justement de ne pas se laisser manger par tout ça. C'est important de pouvoir séparer, encore une fois, les sanctuaires de production et cette ouverture sur le monde. Et même au-delà d'ailleurs des notifications et du fait de, comment dire, d'être dérangé par l'application en elle-même, il y a aussi l'influence des gens. Alors ça, c'est quelque chose qui échappe, je crois, à beaucoup de mes collègues artistes, on va dire. Alors je sais pas en fait si ça leur échappe, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que l'art, c'est une forme de transcendance. Il faut arriver à tirer une essence de quelque chose, d'un ressenti, d'une émotion, d'une production, avoir cette transcendance qui va permettre vraiment de parler aux gens, d'avoir une influence surtout un impact sur leur vie. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir créer de l'art. Mais pour avoir cette essence, il faut avoir une forme de radicalité, c'est-à-dire aller à la racine des choses. C'est ça, hein, l'étymologie du mot radical, c'est la racine. Et aller à la racine des choses, en particulier par exemple sur moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'histoire de la France, ce qu'elle est en tant que nation, qu'est-ce que la liberté collective, etc. Tous ces concepts qui sont très importants. En fait, ça nécessite paradoxalement, et contrairement à tout ce qu'on vous dit par rapport au métier artistique, ça nécessite de se fermer. Pas tout le temps, évidemment. C'est pas, je suis pas dans une sorte de Corée du Nord mentale, mais il y a des moments où vous êtes obligé de dire stop, ça ce sont vos affaires, c'est votre conception du monde, très bien, ça c'est la mienne, et donc d'avoir
de développer une sorte d'hermétisme où on va pouvoir un peu à l'abri du monde construire une pensée. Parce que si jamais votre pensée elle n'est pas suffisamment solide, lorsque vous la confrontez au reste du monde, forcément elle va voler en éclats. Et il y a des choses qui pouvaient potentiellement être parfaitement valables qui vont nécessairement être détruites. C'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà, là, je travaille sur, vous le savez, j'en avais parlé, un projet de manuscrit, enfin même plus qu'un projet de manuscrit, un manuscrit. Euh, je travaille sur un manuscrit qui est extrêmement exigeant du point de vue de la production, du point de vue des idées. Et je sais que si jamais je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, même dans une démarche, vous savez, de mise en avant, de valorisation et de production, je sais que je vais avoir trop d'influences qui viennent de l'extérieur, et notamment, parce que moi j'aime bien travailler sur Instagram et sur LinkedIn, vous avez des influences qui sont très 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 éloignées du, comment dire, du corpus intellectuel et doctrinal dans lequel je suis en train de fonder ce roman. Et donc si j'ai trop d'influence par rapport à ça, ça va forcément altérer mon travail le lendemain matin dans la production. Et je sais que ça peut paraître fou, mais franchement réfléchissez-y, hein, vous êtes tout le temps influencé par ce qui se passe à l'extérieur, c'est obligé. Et moi je trouve ça fascinant toujours de voir des gens utiliser des mots qui ne sont pas les leurs, et de retrouver les mots d'autres personnes dans la bouche de sa propre famille, de ses amis, alors qu'ils n'ont même pas conscience souvent de, comment dire, des racines qu'il y a derrière, de tout ce que ça implique en termes de vision du monde. Vraiment, je vous incite et je vous conseille vivement d'être, peut-être pas méfiant, c'est excessif, mais d'être prudent quant à l'usage de certains mots. Les mots ne sont pas neutres, vraiment. Ça, il faut le garder à l'esprit. Enfin voilà. Je suis parti un peu loin, mais bon, je vais conclure. Parce que bon, je ne vais pas non plus développer là-dessus. Quoique, encore une fois, hein, si ça vous intéresse, moi ce sera avec plaisir de vous parler de tout ça, parce que c'est quelque chose qui me passionne évidemment, et j'ai à cœur de le partager avec vous, et voir un peu, comment dire, qu'est-ce que ça peut donner justement ce croisement d'idées, quoi. Euh, pour conclure, donc là actuellement je suis en région lyonnaise. Alors vraiment c'est très sympa comme petite région. Là je suis en particulier à l'ouest de Lyon, à côté du massif du Pilat. Ce week-end j'ai fait une randonnée. Ok, d'accord. Ok, je vais pas conclure maintenant. Il faut que je vous raconte cette randonnée parce que euh, vous savez, moi comment dire, des fois je me dis il faudrait que je fasse ceci ou cela, principalement en ce qui concerne le sport ou la pratique physique, on va dire. Et, euh, et je me suis dit, tiens, t'as pas bougé de la semaine, parce que là, pour marcher ici, c'est un peu compliqué. Vous avez une route qui passe. D'ailleurs, je pense qu'on l'entend au micro. Vous avez des véhicules qui passent. C'est un peu chiant. Mais je me suis dit, tiens, allez hop, ce week-end, on va se faire une bonne randonnée là, dans le massif du Pilat. C'est un endroit que je connais bien parce que j'ai la famille dans le coin. Je les salue et je les embrasse. Et, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Et puis je suis allé sur Visorando, une application que je vous conseille si jamais vous voulez faire un peu de randonnée, chercher comment dire, un parcours intéressant. Et vous savez, je vois ces parcours là, 7-8 km. Non, 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 non. Moi je ne suis pas fait de ce bois-là. Donc évidemment, j'ai recherché et je suis tombé sur le parcours à 17 km. Ça, c'est un peu plus sérieux. On va pouvoir occuper une matinée en avant, quoi. Oui, sauf que c'est 17 km, c'est pas 17 km en Picardie, vous voyez. Il y avait 500 mètres de dénivelé. Je suis parti sans eau. C'était, c'était très compliqué. Vraiment très compliqué. J'ai beaucoup souffert, mais en plus, il faisait un froid pas possible. Pas possible. Et évidemment, vous imaginez bien que j'ai oublié de prendre un bonnet.
Bon, c'était une sorte de... Comment dire? C'était une sorte de retraite de Russie, mais sans russe et sans neige. Mais bon, et encore qu'il y en avait un petit peu. Bref, donc je me suis lancé dans cette aventure. Et voilà quoi, enfin, c'était vraiment magnifique. C'est un endroit, en fait, vous arrivez donc tout en haut du massif. Euh, je confonds toujours, mais je crois que c'est le Crêt de Loyon, le point culminant, ou le Crêt de la Perdrix, un des deux. Vous avez un observatoire et puis une grande tour, là, une sorte de relais téléphonique, j'imagine. Et je vous prie de me pardonner si c'est pas ça, hein, vous me corrigerez dans les commentaires. Et donc, vous arrivez en haut, et là, vous avez une vue, mais incroyable, parce que selon les conditions atmosphériques, si vous avez comment dire, l'humidité qui est chassée par les vents, vous voyez toute la chaîne des Alpes en fait. Donc vous avez vraiment une vue sur toute cette masse montagneuse qui occupe l'horizon, et notamment vous avez la vue sur le Mont Blanc qui est littéralement en face, quoi. C'est, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis en plus, voilà, il y avait un grand ciel bleu, et vous avez quand vous regardez un peu plus bas dans la vallée, qui est recouverte en partie par des nuages comme ça, vous avez la Loire, pardon, pas la Loire, n'importe quoi. Vous avez le Rhône qui est juste en bas, qui serpente comme ça. Et le Rhône, ben, bon, moi j'ai fait mes études à Lyon. Vous regardez, enfin, quand on est à Lyon, on voit bien, hein, c'est un fleuve qui est déjà très très large, hein, qui est assez considérable. Et quand vous le voyez comme ça minuscule se tortiller à travers le paysage, ouais, il y a quand même un sentiment d'humilité qui se dégage de tout ça. Et surtout que là, je venais de prendre une bonne dose d'humilité sur mes 500 mètres de montée. Donc bref, voilà. Ensuite, je suis redescendu dans la vallée. C'était très intéressant, très très beau. Et puis euh, voilà, c'est un paysage où vous voyez bien aussi l'impact de l'industrialisation dans ses bons comme des mauvais côtés d'ailleurs. Vous avez des monuments euh, vraiment de comment dire, des beaux ateliers, vous avez des beaux bâtiments, il y a on sent qu'il y a eu une certaine prospérité à une époque. Vous avez des belles maisons de maîtres comme ça qui ont été construites. Euh, Même les bâtiments administratifs, dans une certaine mesure, sont assez jolis. Et bon, c'est vrai que malheureusement, vous avez eu la crise. Je pense que ça doit dater des années 70-80, comme en Lorraine. Bon, j'ai pas creusé sur cette question-là, mais encore une fois, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à compléter. Euh, et oui, 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 on voit que c'est une région qui a beaucoup, beaucoup souffert de la crise économique. Mais en dépit de ça, la nature qui l'environne est absolument magnifique. Et vraiment, je vous encourage en particulier si vous êtes lyonnais, voilà, vous prenez le train et vous montez très rapidement dans ces petites montagnes là, et c'est vraiment un beau périple. Enfin bref, tout ça pour dire que, eh bien, si vous êtes dans le coin, si vous êtes à Lyon ou à Saint-Étienne ou ailleurs, eh bien, je serai à Vourles. Donc c'est une petite bourgade qui est à côté de Lyon. Je serai à Vourles ce week-end. Je vais refaire un salon du vin. Donc bah, je remercie les organisateurs qui m'ont convié. Vraiment, c'est très sympa. Moi, ça me permet d'aller au contact d'un nouveau lectorat. Et donc, voilà, je vais m'installer pendant 2 jours là, donc ce sera le 1er et le 2 février à Vourles. Je pense que ça va être très sympa. En tout cas, c'est marrant, mais ça fait 2 ans que je fais des salons comme ça. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. C'est vrai que c'est assez curieux quand on y pense. Il aurait pu se passer, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des choses, on aurait espéré que ça se passe de telle ou telle manière. Bon, mais de fait, les, les exposants, c'est souvent des gens, bah, c'est des gens assez débrouillards, ils essaient de faire un peu leur propre destin, leurs propres affaires, et donc c'est des gens qui sont toujours très intéressants, ils ont énormément de choses à vous apprendre euh, sur la nature humaine, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand vous êtes assis, enfin d'ailleurs, je suis jamais assis sur un stand, mais quand vous êtes derrière votre stand plutôt, quand vous êtes derrière votre stand, vous voyez littéralement des milliers de personnes passer devant vous. Et alors, tout le monde ne parle pas avec vous, ça c'est clair, mais vous les voyez évoluer, vous les voyez se comporter, vous voyez comment ils
ils observent les choses, où va leur regard, etc. Bon, je vous en parlerai dans un autre épisode parce que moi je trouve ça fascinant, on apprend énormément de choses. Et discuter avec les exposants aussi, c'est toujours... déjà, vous avez plein d'anecdotes qui sont vraiment très drôles, et puis au-delà de ça, encore une fois, ils vous apprennent énormément, comme je disais, sur la nature humaine, et puis tout simplement aussi sur les techniques de vente. D'ailleurs, là, j'ai eu une discussion là, sur LinkedIn là, avec un monsieur, je me souviens plus de son nom, bon, peu importe, mais en tout cas, c'était très intéressant parce qu'il avait fait un petit article sur comment aménager son stand. Alors lui, il parlait évidemment des stands sur les salons professionnels, vous savez, de type industrie, des choses comme ça, ou services. Donc c'est assez éloigné de ce que moi je fais d'habitude, c'est-à-dire salon du vin, salon de la gastronomie, pour présenter l'invitation de Bacchus, hein, évidemment. Et il y avait pas mal voilà, de petits conseils à mettre en place. Bon, je cochais pas mal de cases, mais c'est vrai que lui, il disait sur les stands, il faut nécessairement avoir de la boisson. Alors ça peut être de l'eau, ça peut être un café, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut avoir de la boisson. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. Mettre, vous savez, peut-être ouvrir une ou deux bouteilles, justement, peut-être pour accrocher les gens et pouvoir discuter avec eux peut-être un peu plus longtemps, je sais pas, ou développer une sorte de proximité. Il y a aussi, bon là c'est des techniques de passement commercial, mais bon écoutez, on est là pour vivre aussi, hein. Il y a peut-être aussi, vous savez, un sentiment de réciprocité. Ça, je sais pas si ça vous le fait, mais quand quelqu'un vous offre quelque chose, bah, voilà, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, c'est un adage bien connu. Et je pense que c'est à double tranchant, c'est-à-dire effectivement le fait de proposer une boisson, donc un verre de vin pour être dans le thème, à, à quelqu'un qui s'arrêterait, c'est vrai que ça peut être sympa pour le côté sentiment de réciprocité, parce que vous lui offrez quelque chose et lui se dit que bah, il va falloir vous remercier en vous prenant un livre par exemple. Bon, je sais pas, là je m'emporte peut-être un peu, que c'est un peu audacieux. En tout cas, c'est évident, il y a un biais comme ça qui existe. Et en même temps, vous savez, il y a le côté, justement, le processus psychologique inverse, c'est-à-dire, attends, il est en train de me faire un truc, lui, il veut me pigeonner, il veut me vendre forcément un truc, et j'ai pas envie. Et je pense que c'est aussi un biais qu'il faut prendre en compte. En tout cas, moi, je le vois, même rien que le fait de parler aux gens, de vouloir les saluer, d'essayer d'engager la conversation avec eux. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'arrêtent pas du tout parce qu'ils ont peur. Enfin, je pense qu'ils ont peur. C'est-à-dire que ils ont peur que, en utilisant des mots, vous alliez magiquement les convaincre d'acheter quelque chose. C'est vraiment très surprenant ça. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas dire non. Donc, bon, bref. Voilà, en tout cas, comme je vous disais, je serai à Vourles ce week-end, 1er de février. Je voulais aussi vous parler de l'invitation de Bacchus. Alors ça, j'en avais parlé au travers de différents posts, mais ça y est, l'invitation de Bacchus fabriquée en France, complètement fabriquée en France, avec du papier qui est fabriqué dans les Vosges, donc vraiment, hein, pour mes amis lorrains, on est dans de la production ultra locale, quoi, hein. Et bien l'invitation de Bacchus fabriquée en France est disponible. Alors, comme je vous le disais, je crois, la dernière fois, je ne pourrais pas je pourrais pas le mettre en vente en ligne directement. Si jamais vous en voulez un exemplaire dédicacé, il y a deux moyens. Soit c'est de vous le procurer évidemment quand je passe dans la région, et ce sera avec plaisir, au prix normal, il est à 20 €. Soit il faudra me faire un virement plus frais de port. Et voilà, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça doit être autour de 4-5 €. Vraiment, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vois ça, mais grosso modo 4-5 €, ça vous fait un bouquin dédicacé pour 25 €, livré partout en France. Voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je me suis un petit peu étendu, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est ça aussi qui fait un peu le charme de ce type de format, c'est de pouvoir vous parler, hein, comme ça un peu à bâton rompu de
de différents sujets. En tout cas, moi, j'espère que de votre côté, vous allez bien. Là, j'ai pas des nouvelles pas mal de gens à droite à gauche, donc ça va être l'occasion de revoir du monde, et ça, c'est toujours un plaisir. Ça permet aussi de se replonger dans d'autres époques de sa vie, on va dire. Et puis, comment conclure? Eh ben, écoutez, bon, je vais faire tant qu'on est tant qu'on est dans ce sujet-là, je vais faire le commercial de base, mais voilà, si vous voulez m'aider sur mon activité en général, évidemment, n'hésitez pas à vous procurer les livres ou à les offrir. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement. On se dit, ah, c'est bon, j'ai le bouquin, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Si vous en avez besoin d'un deuxième, parce qu'en fait, vous allez l'offrir à quelqu'un et ça va être une belle découverte, et moi, ça va m'aider. Pensez-y. Voilà, si vous devez hésiter, comme je dis toujours, entre une bougie Made in China qui pue et un superbe invitation de Bacchus fabriqué en France et dédicacé par l'auteur, voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, Et puis évidemment au niveau des réseaux sociaux, bah, si ce contenu vous intéresse, si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Il faut mettre un petit pouce, il faut partager, etc., etc. Donc bah, je vous engage à le faire. Je vous remercie vivement parce que euh, c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais c'est grâce à tous ces petits gestes et à toute cette solidarité finalement que moi j'arrive à vivre une vie qui me convienne parfaitement, et à produire aussi des choses qui me semblent importantes. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine.